Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de My Heritage. Merci à tous de vous être inscrits et de nous rejoindre pour ce webinaire du mois de décembre. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de My Heritage et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui pour cette session Justine Berliard qui va nous amener sur les traces d'un ancêtre huguenot. Alors avant de commencer, je vous conseille comme d'habitude de fermer tous les programmes qui ne vous servent pas comme Dropbox ou votre messagerie email. Utilisez un casque si vous en avez un. Ouvrez le panneau de contrôle du webinaire et vous pouvez prendre une feuille et un stylo pour prendre des notes, mais sachez que cette session est enregistrée et vous pourrez la revoir en replay. Ça sera publié, je pense, en cours de semaine. Alors, si c'est votre premier webinaire, voici à quoi ressemble donc le panneau de contrôle du webinaire. Vous pouvez écrire vos questions dans la section que vous voyez ici. Je les lirai à la fin de la présentation et Justine pourra y répondre. Je vous signale que vous avez aussi pour cette session un document à télécharger. C'est une bibliographie très fournie que Justine a préparée pour cette session, donc n'hésitez pas à la télécharger. Et à la fin de la présentation aussi, j'annoncerai le nom d'un gagnant qui remportera un abonnement complet pour une année. Donc ça sera à la fin de la présentation. Donc en quelques mots, MyHeritage donc est votre site de généalogie sur lequel vous pouvez bien entendu construire votre arbre généalogique, chercher dans la base de données qui contient plus de 16 milliards de données historiques et évidemment aussi vous pouvez faire un test ADN généalogique, mais rentrons dans le vif du sujet. Je vous présente Justine Berliard qui s'est intéressée à son histoire familiale très tôt avec ses grands-mères et qui tout naturellement, comme la généalogie va de pair avec l'histoire, a fait des études d'histoire et est devenue archiviste. Nous avions déjà eu le plaisir de l'accueillir en juillet dernier. Elle nous avait livré ses conseils méthodologiques pour bien commencer sa généalogie. Aujourd'hui, elle va nous faire voyager puisque nous allons partir sur les traces d'un huguenot qui a d'ailleurs un lien avec l'un des protagonistes d'un livre qu'elle a coécrit et qui vient de sortir et qui s'appelle Le silence des maquis. Alors, je donne tout de suite la parole à Justine. Je vais lui donner le contrôle de l'écran. Voilà, Justine, c'est à toi. Alors, merci Elisabeth. Donc, normalement, vous devriez voir mon écran. C'est bon, on le voit. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme cela vient d'être dit, en fait, cette présentation aujourd'hui est le fruit d'une recherche généalogique, ou plus exactement d'une question que m'avait posée ma grand-mère. La réponse a été tellement intéressante que mon père a proposé d'en faire un roman. Et moi, je suis un peu restée sur ma faim en me disant que c'était des recherches extrêmement compliquées à mener et qu'il n'existait absolument aucun guide méthodologique sur le sujet. D'où l'idée de ce webinaire que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Alors, ceci part d'une histoire vraie, de l'histoire d'un de mes ancêtres qui est originaire du Gard et qui ensuite se réfugie aux Pays-Bas. Ce qui veut dire en réalité que je vous présenterai des sources françaises, Gard, Lozère, suisses, hollandaises et également allemandes. Pour ceux qui ont des ancêtres venant d'autres régions françaises ou qui ont ensuite émigré dans d'autres pays, je vous invite à vous reporter au petit PDF qui est en lien avec cette présentation. Mais en tout cas, ayez bien en tête que normalement, cette présentation peut vous servir aussi bien si vous êtes français et si vous voulez savoir si des membres de votre famille se sont exilés après 1685, ou à l'inverse, si vous habitez à l'étranger, que vous savez que vous descendez d'un huguenot et que vous voulez retrouver sa région d'origine, voire son acte de naissance. Je vais donc successivement vous présenter l'épopée de Pierre Bénézet et comment je me suis mise en piste, avant de revenir sur quelques bases méthodologiques utiles pour toute recherche en archives, puis de documenter l'absence en vous montrant comment utiliser les sources françaises, avant de suivre votre huguenot sur les traces de l'exil et ensuite lorsqu'il reconstruira sa vie à l'étranger. Tout ceci est en fait parti d'une question
que me posait ma grand-mère, c'était, comme dans certaines familles, j'imagine, savoir si, oui ou non, des membres de la famille s'étaient enfuis de France après 1685 et après la révocation de l'édit de Nantes. Alors vous imaginez bien que j'y croyais pas trop, je pensais que c'était un mythe familial, bon. Mais j'avais l'habitude en fait de faire des recherches sur Internet avec le nom de famille de l'ancêtre le plus ancien que j'avais trouvé, le mot-clé huguenot et le nom du village de ma grand-mère, puisque je savais qu'elle en était originaire depuis le XVIIIe siècle. Et là, un jour, surprise, j'obtiens des résultats et des résultats qui m'entraînent vers l'Afrique du Sud. Donc je ne connais absolument rien au sujet. Petit 1, j'affine ma recherche avec cette fois-ci le nom de ce personnage, Pierre Bénézet, et je découvre plusieurs livres, enfin plusieurs liens qui renvoient toujours vers l'Afrique du Sud, mais surtout qui le renvoient vers le site Génie, donc un site de généalogie, et avec une fiche assez complète sur Pierre Bénézet. Alors ça, c'est vraiment du pain béni. Vous imaginez bien que ça n'arrive pas tous les jours dans la vie du généalogiste. Donc sur cette fiche, je découvre que Pierre Bénézet est cité dans un livre d'un certain Boucher, qui est sur les Huguenots arrivés au Cap au tout début de l'histoire de l'Afrique du Sud, et que potentiellement, ça peut être soit quelqu'un qui vient d'Uzès, donc qui est également dans le Gard, ou quelqu'un qui vient de Wezenobre et qui est arrivé à Amsterdam en 1688. Là, génial, banco, je ne sais pas si c'est un membre de ma famille ou pas, et à la limite, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est d'en savoir le plus possible sur ce Pierre Bénézet, originaire de Wezenobre. Le souci, donc la fiche de génie est très très bien faite et renvoie à un livre. Le livre, il est facile de se le procurer en ligne sur Internet, mais il n'explique pas sur quelle source il se base pour dire qu'il y a ces deux hommes, l'un à Leyde, l'autre à Amsterdam en 1688. C'est là que je me lance dans une recherche pour retrouver tous les documents originaux possibles pour refaire cette recherche-là. Et donc, au commencement de toute enquête, il faut avoir plusieurs choses en tête. Petit 1, en tant qu'archiviste, je considère que la généalogie, ce n'est pas uniquement une liste de noms et de prénoms avec une date de naissance, de mariage et de décès, mais qu'au contraire, il faut vraiment connaître le contexte historique. C'est d'autant plus important dans ce cas que vous imaginez bien que nos ancêtres ne vont pas s'être exilés du jour au lendemain sans raison et qu'il vaut mieux comprendre ce qui leur est arrivé. Alors, vous avez tous entendu parler de l'édit de Nantes en 1598 et surtout de sa révocation en 1685 par Louis XIV. Généralement, ce qu'on dit à ce moment-là, c'est que la religion protestante est interdite en France. Et en fait, il y a un certain nombre d'articles, dont plusieurs qui vont nous intéresser aujourd'hui. Le premier, enfin, l'article 10, en réalité, c'est l'interdiction d'émigrer. D'où la question qui se pose, comment se fait-il dans ce cas que certains aient émigré? Et également, à l'inverse, le fait que les pasteurs, eux, doivent sortir de France. En réalité, l'édit de Fontainebleau, vous en avez entendu parler aussi parce qu'on dit souvent que c'est la conséquence des dragonnades, donc ces conversions forcées par les soldats à partir des années 1781. Et en fait, tout ceci, c'est une énorme simplification. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dès 1629, après plusieurs guerres dans les années 1620, qui sont terminées notamment avec le siège de La Rochelle, la paix d'Alès va commencer à restreindre les droits des protestants en interdisant leurs places fortes et en limitant les lieux de culte. Mais c'est ensuite surtout avec le règne de Louis XIV et son règne personnel que de nombreuses mesures vont être prises les unes après les autres. Et je vous invite, même si c'est un peu trop petit à l'écran, à regarder toutes les petites vignettes de cette illustration. Chacune des cases est un édit ou une ordonnance prise par Louis XIV et limitant les droits des protestants, que ce soit leur droit à être juriste, avocat, notaire, sage-femme, etc., etc. Toutes ces mesures-là sont prises avant l'édit de Fontainebleau. L'édit de Fontainebleau est en vigueur pendant tout l'Ancien Régime, en fait, jusqu'à 1787, ce qu'on appelle l'édit de tolérance. On considère que cet édit, en fait, est le début de l'état civil, puisqu'il va donner un état civil aux protestants, enfin aux calvinistes, et ainsi qu'aux juifs.
Et tout ceci sera confirmé avec la Révolution, d'abord avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui rajoute la liberté de conscience et la première Constitution de 1791 qui cette fois-ci autorise la liberté de culte. Voilà à peu près le contexte général. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les protestants qui ont émigré. Tout d'abord, première chose à avoir en tête, en fait, l'interdiction d'émigration est antérieure à l'édit de Fontainebleau. Dès 1682, il est explicitement interdit aux protestants de sortir, ou plus exactement, s'ils sortent du royaume, tous les actes de vente qu'ils auront pris avant, par exemple pour récolter de l'argent pour pouvoir partir dans de bonnes conditions, vont être annulés. Après l'édit de Fontainebleau, ça va encore se durcir. Ça va se durcir, par exemple, en interdisant également à ceux qui se sont convertis de s'exiler. Ils pensaient être plus malins en faisant semblant de se plier à la législation pour s'enfuir plus discrètement. Et bien finalement, ça leur est interdit. Mais également en étant extrêmement sévère à l'égard de tous ceux qui vont les aider à s'enfuir. Voilà le contexte général. Si vous souhaitez lire plus en détail cette chronologie, je vous invite à regarder le podcast du webinaire. Tout ceci nous amène grosso modo à 200 000 personnes qui se sont enfuies pendant le règne de Louis XIV, donc depuis les années 1680 jusqu'au décès de Louis XIV en 1715, à l'exception de la période 1688-1697, puisque c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg et la plupart des pays européens sont en guerre les uns contre les autres, donc ça complique la fuite. Tout ceci donc en vigueur jusqu'à la Révolution. En 1790, tous ceux qui se sont enfuis, ou plus exactement leurs descendants, sont reconnus comme français et sont invités à revenir. Le plus célèbre en est Benjamin Constant, dont la mère était de famille huguenote. Et cette naturalisation française, en fait, va rester en vigueur jusqu'en 1945. Donc c'est pour dire à quel point on a tendance à ignorer les ramifications sur le temps très très long de tout ce qui est cette partie huguenote. Voilà, c'était donc le contexte qu'il fallait que je vous redonne avant d'aborder plus précisément le sujet. Je suis désolée si ça a été un peu long. Première remarque, donc sources et bibliographies. Allez voir le PDF que vous avez à votre disposition, mais 2 ouvrages très généraux pour vous lancer dans une recherche protestante en règle générale. Un petit guide qui vous donne quelques pistes, donc Francis Christian, retrouver ses ancêtres protestants, et surtout un guide de recherche fait en 1987 par les collègues des Archives nationales, qui est extrêmement précis et qui liste département par département les sources qui existaient ou qui étaient identifiées à l'époque. Tout ceci m'amène donc à la grande question, qui est ce Pierre Bénézet qu'on retrouve à Amsterdam et qui est dit originaire de Vézénobre? Alors, j'ai une hypothèse de départ, que ce soit un homme célibataire, plutôt jeune, puisque ce sont la majorité des migrants et des fugitifs de cette période. Réflexe normal, à l'époque, les registres protestants sont autorisés puisque le culte protestant est autorisé. Je vais donc aller sur le site des archives départementales du Gard pour consulter les registres de baptême de la période. Malheureusement, les registres de Vézénobre ne commencent qu'en 1669 pour les protestants et en 1640 pour les catholiques. Donc, a priori, une impasse. Et c'est là que j'ai le réflexe d'aller voir un site que je vous recommande à tous, surtout si vous avez des ancêtres dans le sud de la France, qui s'appelle Brother, B-R-O-Z-E-R. C'est un site gratuit où il est possible de se faire un compte gratuitement et accéder à énormément de données, que ce soit des index ou des images de documents numérisés, mis en ligne par diverses associations. Dans certains cas, il faut être adhérent de l'association, mais pas toujours. Et c'est là que je tombe sur un registre qui est toujours en main privée, donc c'est pour ça que les archives départementales du Gard n'ont pas pu le numériser, et qui contient les actes de baptême des années 1654-1665. Et là, miracle, un acte de baptême du 4 novembre 1663 pour un certain Pierre Bénézet, fils de Valentin et de Louise Cassagnas. J'ai donc un hypothétique candidat à l'émigration. Il va me rester par la suite de ma recherche à vérifier si c'est bien celui que je retrouve à Amsterdam et dans d'autres pays. Donc ça, c'était la partie extrêmement simple, une recherche sur Internet qui, au miracle, donne des résultats, et ensuite une recherche classique dans des registres paroissiaux.
Le souci, en fait, c'est que toute la suite, il va falloir passer dans la partie immergée de l'iceberg et aller voir directement les sources d'archives, en tout cas les sources qui sont disponibles en ligne. Et pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, il y a quelques petits pièges sur lesquels je voulais vous alerter avant de commencer. La première difficulté, en fait, c'est que les sources sont difficiles à interpréter, voire biaisées. Si ça se trouve, vous avez déjà commencé à travailler sur vos ancêtres protestants, vous les retrouvez à partir de la Révolution, vous les retrouvez pas avant. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils ont émigré. Ça veut simplement dire que le culte protestant est interdit. Il n'y a donc plus de registre officiel. Et vous allez soit pouvoir trouver vos ancêtres qui se sont convertis dans des registres catholiques, soit s'ils ont décidé de vivre un peu plus dans la clandestinité, il va falloir chercher dans les registres dits du désert et sinon, par exemple, dans des actes notariés, des actes judiciaires. Ça, c'est pour la partie source française. Il est normal que vous perdiez trace de certains de vos ancêtres. Pour ce qui concerne les sources étrangères qui vont documenter la fuite et l'exil, elles sont là aussi biaisées. Vous avez d'abord toutes les sources qui prouvent que la fuite n'a pas eu lieu parce qu'ils ont été arrêtés. Toute une autre série de sources concerne les aides financières qui ont été versées à l'étranger pour aider les réfugiés. Sauf que vous imaginez bien que ces aides financières qui ont été versées en Suisse ou en Allemagne, enfin Suisse actuelle et Allemagne actuelle, vont être versées à ceux qui n'ont pas d'argent, donc pas forcément tout le monde, et versées à ceux qui vont avoir traversé l'Allemagne et la Suisse. Donc si vos ancêtres vivent sur la côte atlantique ou à la frontière nord, ils ont très bien pu s'enfuir sans passer par là et sans toucher les sources, sans toucher cette aide financière. Donc, conclusion de l'affaire, il est normal de ne pas trouver la personne qui vous intéresse dans l'ensemble des sources. La seule chose que vous trouverez systématiquement, c'est l'acte de sépulture qui sera dans les registres étrangers. Une autre précision à avoir à l'esprit, c'est les petits problèmes des noms, ou plus exactement de l'orthographe des noms et donc du risque de confusion avec des homonymes. Ce sont des sources étrangères par des gens qui sont soit étrangers, soit plus exactement probablement descendants de Français vivant à l'étranger depuis un certain temps. Ils ne vont pas parler tout à fait la même langue que votre ancêtre. Pas le même accent, pas les mêmes mots puisque les vocabulaires vont un peu avoir évolué. En plus, on est à des moments de fortes affluences de réfugiés, donc dans la précipitation. On va mettre plus ou moins de renseignements, donc pas forcément mettre le lieu d'origine avec le nom du village, mais juste la grande région, Languedoc, Cévennes, etc., etc. Et ensuite, dernier point à avoir à l'esprit, la potentielle traduction des noms propres. Le plus courant, ce que vous allez trouver pour cette période-là, c'est-à-dire autour des années 1700, c'est la traduction du prénom. Vous allez avoir Pierre qui va se transformer en Peter ou en Peter. Vous allez avoir Jean-Étienne en John Stephen, etc. Ce genre de choses. Mais arrivé à la milieu du XVIIIe siècle, vous pourriez tout à fait avoir même des traductions des noms de famille. Donc, on peut avoir Lefebvre dans le nord de la France, qui équivaut à Fabre dans le sud de la France, ou à Smith en Angleterre, ou Schmidt dans les pays germanophones. Vous allez me dire, s'il y a un risque d'homonymie, c'est simple, enfin relativement simple, il suffit que je fasse une chronologie extrêmement précise pour savoir toutes les étapes par où est passée la personne qui m'intéresse et pour savoir si oui ou non c'est un homonyme ou si c'est crédible que ce soit lui qu'on trouve dans telle ville puis dans telle ville. En théorie, vous avez tout à fait raison. En revanche, donc n'oubliez pas que vos sources sont biaisées, c'est-à-dire que si vous trouvez le nom de la personne qui vous intéresse dans une ville étrangère, ça veut dire qu'il va y être à l'instant T. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément arrivé 3-4 jours avant ou dans la semaine avant. Si c'est une aide financière, oui, on peut penser qu'il est arrivé dans la semaine qui a précédé. En revanche, vous imaginez bien que si c'est un acte de mariage, on peut penser que ça veut dire qu'il ça fait plusieurs années qu'il est installé dans cette ville. Et en fait, vous avez plusieurs inconnus. La date de départ, vous allez trouver dans les documents français la date à partir de laquelle l'administration française sait qu'il est fugitif. Et d'autre part, vous ne connaissez pas la durée du trajet puisque vous ne savez pas forcément par où il est passé, ni s'il était à pied ou s'il a pu bénéficier d'autres modes de transport.
Et juste pour être exhaustive, mais ne paniquez pas non plus, si la durée du trajet est d'autant plus difficile à calculer qu'en réalité, tous les pays de l'époque n'utilisent pas le même calendrier. Tout simplement parce que la papauté est passée du calendrier grégorien au calendrier julien en 1582, donc que les États catholiques l'ont fait en gros entre 1582 et 1583, alors que les États protestants l'ont fait beaucoup plus tard. Ce qui veut dire que vous pouvez, selon l'endroit où vous retrouvez la trace de votre huguenot, avoir 10 jours en plus ou 10 jours en moins, ce qui donne une variable extrêmement intéressante à la chose. Par contre, vous allez me dire que vous aviez, vous, toujours eu peur de vous lancer dans ce type de recherche, de peur de ne pas maîtriser la langue des documents. Et bien ça, c'est un faux problème, ou plus exactement, c'est un problème beaucoup plus facilement, qu'on peut résoudre beaucoup plus facilement que ce que vous pensez. Tout simplement, sur les sites internet, vous avez souvent une option, au moins pour la traduire en anglais. D'autre part, si vous n'avez pas l'option traduction en anglais, changez de navigateur et utilisez par exemple Google Chrome ou Safari qui vont vous proposer d'activer une option traduction. Quand vous êtes dans les instruments de recherche et la description des documents en tant que tels, pareil, soit vous faites un coupé-collé de la description et vous utilisez Google Traduction pour avoir un résultat, soit votre navigateur le traduit automatiquement. Et des fois, c'est assez drôle. Par exemple, le registre à gratter et le registre net des baptêmes. Mais le résultat est un peu comique, il faut l'avouer. Mais en fait, on comprend très rapidement que l'un est un brouillon et que l'autre est le registre au propre. Et à partir de là, il est facile de s'y retrouver. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'en fait, les documents d'archives en tant que tels sont très longtemps en français. En tout cas, là, sur l'église wallonne, donc qui est l'église à laquelle se raccrochent les huguenots arrivés dans les Provinces-Unies, vous allez avoir des registres paroissiaux en français. Ça va être la même chose au Danemark, à Berlin, en Angleterre, etc. Vous voyez, donc ça ressemble tout à fait à des registres auxquels vous êtes habitués. La seule différence, ça va être dans certains documents postérieurs ou sur des listes de bourgeoisie où soudain, effectivement, vous êtes dans la langue du pays d'accueil. Mais c'est vraiment quand vous poussez vos recherches à leur dernier niveau. Donc, voilà quelques petits pièges que je voulais vous expliquer avant de nous lancer. Mais comme je ne veux pas vous déprimer, je veux quand même vous prouver que oui, on peut malgré tout ça réussir à faire quelque chose d'intéressant. Et je vais donc vous montrer ce qu'il en arrive, la conclusion avec mon Pierre Bénézet. Je l'ai dit tout à l'heure, Pierre Bénézet, j'ai trouvé son acte de baptême avec sa date de naissance. Il est né en 1663 dans le charmant village de Vézénobre, dans le Gard. Je le retrouve ensuite à Amsterdam en mars 1688. Boucher le disait dans la fiche retrouvée sur Génie et je vais vous montrer comment retrouver les actes originaux qui vont avec. Ensuite, je retrouve un certain Pierre Bénézet qui a une ferme Languedoc à Drakenstein, donc pas très loin du Cap, en Afrique du Sud. Le problème, comme je n'ai pas accès aux archives d'Afrique du Sud, c'est que je ne sais pas si c'est le même Pierre Bénézet que celui d'Amsterdam ou pas. Et enfin, je vais vous montrer comment faire. Je le retrouve à Berlin entre 1701 et 1740. Et là, je suis sûre que c'est celui d'Amsterdam et celui de Vézénobre. Donc, pour réussir à se faire tout ce parcours, la première chose à faire, c'est de se pencher sur les sources qui existent en France. Et donc, en quelque sorte, documenter l'absence. La bonne nouvelle, en quelque sorte, vous avez vu, c'est que le culte protestant est tellement interdit, le pouvoir royal est tellement inquiet à ce sujet-là, qu'en fait, il y a en permanence des listes qui sont faites, des listes des nouveaux catholiques, qu'on appelle nouveaux convertis, et des gens à surveiller. Je vais malheureusement pas pouvoir prendre l'exemple de Pierre Bénézet parce que les registres pour le Gard ne sont pas disponibles en ligne, mais je vais prendre l'exemple d'autres membres de ma famille qui sont eux en Lozère et vous montrer donc un registre tenu par l'évêque de Mende, sachant que vous allez vous retrouver dans les autres départements soit des registres tenus par les évêques ou les ordres religieux, ou des registres qui sont tenus par les représentants du pouvoir royal, que sont les intendants. Donc, on est pas dans la rubrique archives en ligne état civil, puisque ce n'est pas de l'état civil. Il faut donc passer par le moteur de recherche pour se trouver le registre G1000.
Et là, donc, ce que vous allez trouver un peu partout dans les autres départements, une liste précieuse où vous allez avoir paroisse par paroisse, lieu-dit par lieu-dit, l'ensemble des convertis. Alors, cette liste vaut ce qu'elle vaut puisqu'elle est tenue par le curé, que le curé va être plus ou moins permissif, ou plus exactement, que certaines familles vont faire leur possible pour donner des alibis aux jeunes qui se sont sauvés. Par exemple, il y a des familles qui vont dire que leur fils est parti en apprentissage à Lyon, alors qu'en réalité, eh bien, le fils traverse le Rhône pour aller en apprentissage à Genève. Mais après ces listes, vous avez donc les fugitifs, en tout cas les fugitifs tels qu'ils sont connus par les curés. Je vous cite donc là Charles Saltet, donc du lieu de Trabassac, et sa sœur Éléonore, que nous allons retrouver très rapidement dans d'autres sources. Je l'ai dit tout à l'heure, dès 1682, le pouvoir royal interdit l'émigration aux protestants et surtout prévoit que tous les actes de vente qu'ils ont faits soient annulés. Et en fait, à partir de la révocation de l'édit de Nantes, c'est encore pire, c'est-à-dire que les biens de ceux qui se sont enfuis vont être confisqués et réunis au domaine et donc aux propriétés du roi en 1688. En 1689, la législation évolue et on considère que les fugitifs sont morts et donc que ce sont leurs héritiers normaux qui vont pouvoir récupérer les biens. Mais en réalité, récupérer les biens, c'est récupérer les biens avec un certain nombre de conditions. Les biens sont régis par une administration spécifique. La ferme est régie des biens des religionnaires fugitifs et réfractaires aux ordres du roi. Ce qui veut dire que des membres de la famille qui sont restés en France, s'ils veulent pouvoir continuer à exploiter une terre ou toucher un héritage qui aurait dû revenir aux fugitifs, vont devoir payer l'administration et payer un bail, donc un loyer annuel et perpétuel pour pouvoir continuer à en profiter. Et même ceux qui se sont convertis, à leur tour, vont être extrêmement surveillés et ne plus avoir le droit de vendre leurs propres biens. Tout ceci va rester valable jusqu'en 1790, où la même loi que tout à l'heure qui donnait la nationalité française aux fugitifs va leur restituer leurs propres biens. Si je vous montre toute cette chronologie, c'est pas pour vous noyer de textes et de dates, en fait, c'est tout simplement pour vous montrer qu'il faut connaître l'administration qui est en place et la législation qui est en place pour savoir quelles sont les archives qui sont disponibles. J'ai dit que c'était des biens réunis au domaine royal et disposant d'une administration propre. Cela veut dire que vous allez trouver des sources aux archives nationales, la série TT, double T. Là encore, certains de ces documents sont en ligne sur le site de Braser et je vais donc reprendre l'exemple de la Lozère puisque le Gard n'est pas en ligne. Donc, on retrouve ma famille Saltet, Éléonore, mais cette fois-ci son autre frère Étienne, chacun devant toucher une partie de la dot de leur mère. Ça, c'est dans les états des sommes dues aux fugitifs. Et si on regarde la liste des biens immobiliers, et bien cette fois-ci, on trouve leur frère aîné Charles, qui lui a hérité de terres, toujours de leur mère, Étienne et Éléonore. Et en fait, c'est comme ça que je comprends mieux pourquoi mon ancêtre Marie se retrouve l'héritière unique de son père, de leur père, puisque le père dit dans son testament qu'il a été abandonné de tous ses autres enfants, partis à l'étranger. Donc là, c'était un exemple pour la Lozère, mais normalement, vous pouvez faire la même chose pour l'ensemble des diocèses en France. J'ai donc fait à peu près le tour des sources que vous trouvez en France, en tout cas des sources que vous trouvez en ligne. Et maintenant, je vais me pencher sur les sources que vous trouvez à l'étranger, qui vont vous permettre de tracer le chemin de suivi en exil. La bonne nouvelle, en fait, c'est que tous ceux qui nous écoutent depuis l'étranger, c'est par là qu'il faut que vous commenciez, puisqu'il y a une source extrêmement pratique, une base de données du refuge huguenot faite par le CNRS. La base est très très riche. Je vous invite vivement à en lire la présentation et le contenu, et surtout le mode d'emploi. Et je vais vous faire une petite démonstration. Je cherche donc toujours mon Pierre Bénézet. Donc, je me lance bille en tête en tapant dans le moteur de recherche le nom de Bénézet.
Je trouve bien un Pierre, mais malheureusement, il vient d'Uzès, donc c'est pas tout à fait le bon endroit. Mais en revanche, ça pourrait correspondre à celui cité tout à l'heure par Boucher. Je vais donc faire une recherche par troncature pour chercher tous ceux qui ont un nom de famille qui ressemble à Bénézet, mais dont l'orthographe pourrait avoir été modifiée, puisque je vous ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes d'orthographe. Et là, je tombe sur un certain Benezès, Jacques, qui est bien originaire de Vézénobres. Une rapide recherche biographique et dans les registres paroissiaux me permet de découvrir que c'est le cousin de Pierre Bénézet. Ce qui m'intéresse là, c'est que je vois qu'il est manifestement dans un groupe, puisque l'ensemble du groupe va toucher de l'argent à Francfort, et ils vont toucher 27 florins au total, soit chacun un florin et quelques. Mon but, maintenant, j'ai retrouvé cette information dans une base de données, mais maintenant c'est d'aller voir les membres du groupe pour savoir si oui ou non il aurait pu voyager avec son cousin qui aurait pu ne pas être indexé, par exemple s'il n'avait pas été cité par son nom. Je vais donc me pencher sur les différents registres d'aide financière. Malheureusement, tous ne sont pas en ligne, mais les plus importants sont ceux qui sont à Francfort-sur-le-Main, puisque c'est une vraie plaque tournante pour tous ceux qui se sont enfuis via la Suisse et ensuite via l'Allemagne. Certains, par exemple, passant 2 ou 3 fois via Francfort-sur-le-Main. Les registres sont disponibles en ligne, donc ils ont une table alphabétique en tête. Si vous n'êtes pas passé par la base de données pour trouver directement la bonne date. En l'occurrence, je sais que ce qui m'intéresse, c'est le groupe du 6 août 1687. Et je vais voir qu'effectivement, il y a 18 hommes allant en Brandebourg, etc., etc., et que Jacques Bénézet est en fait dans un groupe de Cardeurs, donc Cardeurs de l'Aisne, originaire de la même région du Gard. Mais pas son cousin, Pierre Bénézet, il ne fait pas partie de cette liste-là. Vous allez me dire, est-ce qu'il n'est pas possible, plutôt qu'avoir simplement des aides financières à un instant T, d'avoir également des listes de réfugiés? Alors oui, des espèces de recensement, ça existe. Ça existe par exemple pour Amsterdam en 1684, mais celle que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celle pour les États de Brandebourg. Donc le grand électeur de Brandebourg qui va très rapidement devenir le roi de Prusse, puisque je cherche toujours Jacques Bénézet et qu'il avait déclaré à Francfort vouloir aller dans le Brandebourg. Cette liste a un immense avantage, elle est éditée, et donc il est possible de faire une recherche plein texte dans le texte. Et donc, je trouve directement Jacques Bénézet, cette fois-ci Bénézet est écrit E accent aigu, du Languedoc, donc rien ne garantit que ce soit le mien, facturier de bas, sa femme et 2 enfants. Maintenant que je sais qu'il est marié, en fait, je vais pouvoir chercher son acte de mariage et vérifier sa filiation pour savoir si c'est bien celui qui vient de Vézénobres. En l'occurrence, c'est le cas. Autre source très très intéressante pour les protestants, qui a priori n'est pas en ligne pour la Suisse, mais en tout cas est en ligne pour Amsterdam, c'est ce qu'on appelle, ce que j'ai décidé d'appeler des registres d'appartenance religieuse, puisque les protestants en fait vont voyager avec des certificats d'un pasteur. Jacques Bénézet avait un certificat de Lausanne quand il est arrivé à Francfort, mais donc j'ai pas retrouvé ceux de Lausanne. En revanche, à Amsterdam, on va trouver la liste de toutes les personnes qui arrivent et qui se déclarent au pasteur. Ils se déclarent soit en présentant donc un certificat, soit en confessant être protestants, mais par exemple avoir dû se convertir et en abjurant leur erreur et en demandant à rejoindre à nouveau la religion protestante. Ce sont des registres extrêmement nombreux et qui vont vous permettre de couvrir des décennies de l'histoire d'Amsterdam. Théoriquement, ça devrait donc me permettre de savoir quand Pierre Bénézet est arrivé à Amsterdam, voire de savoir quand il en est parti pour l'Afrique du Sud. Donc, je vous montre rapidement un exemple de ces registres. C'est la version qui est en ligne sur le site des archives d'Amsterdam, sachant que c'est également en ligne sur le site de Family Search. Donc, comme je sais comme d'après Boucher, il est arrivé le 21 mars 1688, je vais directement à la page des P comme Pierre et à la date de mars 1688. Effectivement, je tombe sur un certain Pierre Bénézel, cette fois-ci, donc EL et non ET à la fin. C'est un peu bizarre, mais c'est pas non plus impossible. Je vais donc ensuite voir une deuxième catégorie de registres, cette fois-ci qui sont purement par ordre chronologique, pour voir si je peux en apprendre plus.
notamment savoir dans quel groupe il est arrivé. Et donc, au 21 mars, je trouve effectivement un certain Pierre Bénézel, sachant que c'est tellement mal écrit que ça peut franchement être un T et non un L. Donc, j'ai la preuve qu'il est arrivé à Amsterdam. Théoriquement, je devrais avoir sa même déclaration au moment où il part d'Amsterdam. Donc, puisque ce sont les témoignages baillés par l'Église d'Amsterdam à ceux qui sont en partance. Ça, c'est l'exemple de Family Search, tout simplement parce que leur visionneuse est beaucoup plus pratique si vous voulez avancer rapidement dans un lot d'images. Mais ça, c'est l'exemple des archives d'Amsterdam, puisque les images sont de bien meilleure qualité, et surtout en couleur. On tombe sur tout un lot de gens qui partent pour le Cap. Mais pas de Pierre Bénézet, et en fait, on n'y trouve pas tous les Huguenots qui sont supposés être sur le bateau de juillet 1688. Je dis supposés être sur le bateau de 1688, tout simplement parce qu'il en existe des listes. C'est celle que je vais vous montrer maintenant. Donc, les listes de passagers, ou plus exactement, les listes de passagers partis des Provinces-Unies, donc des Pays-Bas actuels, en direction d'Afrique du Sud. Ces listes doivent, j'imagine, exister soit dans les archives d'Afrique du Sud, soit dans les archives hollandaises, mais en tout cas, je ne les ai pas trouvées en ligne. Ce qu'on trouve en ligne, c'est donc l'excellent site Génie avec une liste tout à fait détaillée, bateau par bateau. Vous avez le bateau, vous avez sa présentation, la liste des passagers, et pour chaque passager, une petite fiche biographique qui reprend les ouvrages qui le citent. Donc, ça vous permet de gagner beaucoup de temps pour tout ce qui est Afrique du Sud. Donc, nous avons vu comment savoir si quelqu'un s'était enfui de France, comment le suivre lors de sa traversée de l'Europe, mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est comment il réussit sa vie et comment il va repartir pour recréer une famille à l'étranger. La bonne nouvelle, c'est que là aussi, il y a une source qui couvre énormément de pays européens et qui est très facile de consultation. Ce sont les fichiers de la bibliothèque wallonne de l'Aide. Ils sont tous disponibles en ligne sur Family Search. Il y a plusieurs types de fiches, vous les trouverez dans le PDF qui accompagne, mais là je vais vous présenter le fichier le plus important. Alors, Family Search vous dit que vous pouvez faire une recherche dans le moteur de recherche et que tout est indexé. J'ai quelques doutes sur l'indexation, mais vous pouvez tout à fait contourner le problème parce qu'en fait, les fiches sont comme des fiches par ordre alphabétique. C'est un ordre alphabétique un peu particulier puisqu'en fait, c'est un ordre phonétique. Donc, B-E-Y se prononçant en français comme B-E-I, vous allez les trouver ensemble. Et donc, ensuite, vous avez des lots d'images, de plusieurs milliers d'images à chaque fois, mais il ne faut pas paniquer puisque c'est par ordre strictement alphabétique, puis chronologique. Je vais donc pouvoir trouver les Bénézet. Là, le fameux Pierre Bénézet d'Uzès qu'on retrouvait à l'aide, celui qui était cité par Boucher. Et surtout, après, j'ai donc mon Pierre Bénézet, reçu membre de l'Église d'Amsterdam le 21 mars 1688, le document que je venais de vous présenter. Et la surprise, que j'ignorais complètement, donc le 23 mars, mais ça je vous montrerai tout à l'heure comment trouver le document. Et donc la surprise, c'est qu'en fait, on le retrouve ensuite à Berlin, en mai 1701, date où il s'y marie. Et vous remarquerez qu'il est originaire de Vezenobre, qui s'est retrouvé épelé Vernezobre, mais surtout qu'il est le fils de Valentin et de Louise Cassagnas. Donc Cassagnas ayant également changé d'orthographe au passage, mais donc c'est bien le même que celui que j'avais trouvé dans le registre paroissial de 1663. Il se marie. Il vécut ensuite longtemps et eut de nombreux enfants, donc je vous en présente un, celui qui porte son nom. Je trouve son décès également, et il a l'âge qui correspond à l'acte de naissance que j'avais, donc c'est une excellente nouvelle. Et pendant que je continue mon dépouillement, je tombe sur l'acte de décès de son père dont je ne savais absolument pas qu'il avait immigré. Donc, ce qui me permet en fait de savoir que Pierre Bénézet, son père Valentin, son cousin et en fait également un de ses petits frères ont tous émigré à Berlin. À partir de là, si vous voulez aller plus loin, il est facile de chercher les différents portails de généalogie pour trouver les actes originaux. Ils se sont donc installés à l'étranger. S'installer à l'étranger, reconstruire sa vie, ça veut dire s'insérer dans une communauté. La première chose, c'est s'insérer dans une communauté religieuse.
Généralement, ils restent ensemble, donc entre huguenots. Dans certains cas, par exemple en Angleterre ou ensuite dans ce qui deviendra les États-Unis, vous avez un certain nombre de sectes protestantes diverses et variées, et ils ne sont pas forcément restés huguenots à proprement parler. Mais s'insérer dans une communauté religieuse, c'est à la fois s'y marier, y faire baptiser ses enfants et se faire enterrer, mais c'est également être reconnu comme un membre important de cette communauté, avoir des amis, et par exemple être nommé comme parrain. Il est rare que les parrains soient indiqués dans les bases de données en ligne. Une exception, donc pour revenir sur l'Afrique du Sud, où nous avons la chance que énormément de sources à l'origine de l'Afrique du Sud, donc dans les années 1680-1730, grosso modo, vont être disponibles en ligne, peut-être pas sous forme originale, mais du moins sous forme de transcription. Donc en l'occurrence, nous avons les registres de Drakenstein et nous voyons que Pierre Bénézet y a été parrain pour un enfant. Le document en tant que tel est en ligne sur Family Search si jamais je veux en savoir plus. Donc ça, c'est l'insertion religieuse. Mais il faut également s'insérer dans une communauté d'habitants. Il faut avoir à l'esprit que les pays, les Provinces-Unies, enfin les villes des Provinces-Unies, le grand électeur du Brandebourg, l'Irlande, etc., vont s'arracher les protestants, en tout cas au début, les huguenots, et notamment tous les artisans qualifiés. Ils vont avoir énormément d'avantages en termes d'impôts, en termes de droits de bourgeoisie, de facilité d'installation professionnelle, etc., etc., au point que les autochtones vont être particulièrement jaloux. En l'occurrence, donc, les registres d'Amsterdam, les registres de bourgeoisie sont en ligne. C'est le document on trouvait tout à l'heure dans la bibliothèque de l'Aide, qui était daté du 23 mars. Cette fois-ci, ce n'est pas l'ordre alphabétique des prénoms, mais par initiale, donc PB pour Pierre Bénézet. Donc je vais au 23 mars 1688. Alors certes, c'est en hollandais, néanmoins, on reconnaît bien son nom, le nom de lieu toujours mal orthographié, et on a la date, c'est donc assez simple à lire. Et enfin, comme ce sont donc des professionnels qui vont passer un certain nombre d'actes, y compris des actes notariés, il est intéressant de pouvoir les interroger. Surtout que moi, je cherche à savoir si Pierre Bénézet, celui qui est en Afrique du Sud, est celui d'Amsterdam ou pas celui d'Amsterdam. Donc je veux savoir s'il reste un Pierre Bénézet à Amsterdam entre les années 1688 et 1701, date où je le retrouve à Berlin. D'où cette base de données. Il y en a une deuxième que je vous mets dans votre PDF, qui a l'immense avantage d'avoir vous cherchez juste un nom et vous avez énormément d'actes, aussi bien des actes paroissiaux que des actes notariés, qui vont ressortir, que vous pouvez classer par date, avec une petite présentation à chaque fois, qui vous renvoie sur le site des archives qui le conservent et sur l'acte numérisé. Alors là, il est possible d'y repérer certains noms clés et c'est là que vous vous rappelez qu'en fait, vous ne parlez pas hollandais et qu'en fait, vous n'arrivez pas franchement à le lire. Et c'est là que le problème de la langue arrive. Mais vous avez vu qu'on peut quand même avancer énormément sans se poser ce souci linguistique. Voilà, c'est ce qui m'amène à la fin de cette présentation sur Pierre Bénézet. Vous imaginez bien qu'avec une vie aussi mouvementée, vous comprenez mieux pourquoi ça nous a donné l'idée d'un roman. Le roman, puisque je vais conclure avec une petite page de publicité, en fait raconte la quête généalogique d'une jeune Chloé, et vous allez pouvoir la suivre à travers son carnet de recherche, donc dans lequel vous allez avoir cette présentation-là de façon très simplifiée. Cette présentation-là est surtout une présentation sur la deuxième personne qui l'intéresse, son grand-oncle Georges Bénézet, puisqu'elle cherche à savoir comment il s'est retrouvé en 1945 à Berlin. Et c'est là que les deux histoires se mêlent, celle de Pierre Bénézet à Berlin au XVIIIe siècle et celle de Georges à Berlin en 1945. Le tout enrichi avec un certain nombre de documents originaux ou de vrais faux documents originaux. Et voici, j'espère que cela vous a intéressé. Je rends la main à Elisabeth.
Voilà, donc merci Justine pour cette présentation très exhaustive, passionnante même pour ceux qui n'ont pas comme moi d'ancêtres huguenots, donc c'était d'autant plus intéressant parce que vraiment je connaissais très peu sur le sujet, ce que j'avais étudié sur la question de la révocation de l'étudiante quand j'étais au lycée, je pense que depuis, même moi qui ai fait des études d'histoire jusqu'au doctorat, ce n'est pas du tout une question que j'avais approfondie par la suite. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont inscrites, qui, comme moi, qui n'ont pas d'ancêtres huguenots, mais qui ont vraiment été intéressées par le sujet, et c'est vraiment passionnant. Évidemment encore plus pour ceux qui ont des ancêtres huguenots, et j'espère que vous avez bien téléchargé la bibliographie parce que elle est très très exhaustive. Vous avez énormément de matériel pour continuer vos recherches. Et donc je vais d'abord donner le nom du gagnant. Alors, est-ce que je vais pouvoir... J'ai vraiment un problème de nouveau pour changer, décidément, changer les diapos. C'est bon. Alors, je vais féliciter Madame France Desjardins, qui est donc la gagnante et qui remporte un abonnement annuel complet. Donc, vous aurez accès à ça. Cet abonnement donne accès à toutes les fonctionnalités de MyHeritage. Donc, félicitations, je vais vous contacter par email. Avant de passer aux questions, je vous signale que vous pourrez voir et revoir l'enregistrement donc de cette session sur deux sites. Donc sur la base de connaissances de MyHeritage, vous voyez ici l'URL education.myheritage.fr, et ce sera aussi sur le site des webinaires de Family Tree Webinars. La prochaine session aura lieu le 25 janvier à 13 heures et portera sur les nouvelles collections françaises de MyHeritage. Donc voici la base de connaissances. Si vous ne connaissez pas cette base, je vous invite à vous y rendre parce que vous aurez accès à des articles, à toutes les sessions qui sont enregistrées. Elles sont toutes enregistrées. Après, elles sont toutes disponibles gratuitement et sans limite de temps. Donc autant en profiter. Vous avez une page, vous voyez, qui vous donne accès à tous les webinaires et tous les Facebook Live. Et vous pouvez aussi, vous le voyez sur le côté droit, vous inscrire aux prochaines sessions. Donc là, vous voyez, jusqu'à maintenant, vous avez le webinaire d'aujourd'hui. En fin de journée, ce sera le webinaire du mois de janvier. Vous pourrez vous inscrire directement dans cette base de connaissances. Alors, nous allons passer à quelques questions. Je commence avec une question qui plus demande des caractéristiques des ancêtres en Allemagne. Alors la question c'est: mon ancêtre huguenot français et protestant allemand était en Allemagne avant d'arriver en Amérique dans le Maryland. Il était de la famille de Lavalette et j'aimerais connaître vos réflexions, enfin les caractéristiques, ce que vous pensez donc sur les huguenots en Allemagne. Alors justement tu en as parlé avec Berlin, donc comment tu définirais les huguenots en Allemagne? C'est un peu Définir, vague, alors un ça peu vaste. non, je connais surtout la situation à Berlin, Berlin. puisque c'est celle qui m'intéressait et celle sur laquelle j'ai lu. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne à l'époque enfin l'Allemagne est une mosaïque de petits États, protestants ou catholiques, puisque la population a la même religion que le gouvernant qui est sur le territoire. Avec une chose qui est particulièrement bien connue, donc c'est l'électeur de Brandebourg, qui peu après va devenir le roi de Prusse. Il est intéressant parce que son pays est ruiné, enfin, ses États sont ruinés, comme beaucoup d'autres, par tout ce qui est la guerre de 30 ans. Donc la guerre de 30 ans, c'est entre 1618 et 1648, mais ça a tellement enfin, il y a eu tellement de morts et puis ça a tellement abîmé les sols, etc., que l'Allemagne a besoin de se reconstruire. Donc, le grand électeur va attirer des protestants avec ce qu'on appelle l'édit de Potsdam, où il leur donne un certain nombre d'avantages. Ils arrivent en masse, donc dans des territoires pauvres. Pour les Français du Sud, ils vont avoir très froid, plutôt faim, ils vont être malades. Berlin à l'époque est marécageux.
est en train de se construire. Mais, et donc, en fait, ils vont plus ou moins s'intégrer dans la population berlinoise. Et je ne sais absolument pas ce qu'il en est pour les autres pays, enfin les autres endroits en Allemagne actuelle. Donc voilà, ils ont énormément d'avantages puisqu'on fait tout pour les attirer et les populations locales les apprécient plus ou moins. Ça devient une élite et c'est aussi vu comme un caractère de noblesse d'avoir une gouvernante française, un jardinier français, un pâtissier français, etc., etc. Et certains partiront donc en Amérique. Oui, ben, je pense que c'est lié au fait qu'ils sont finalement pas si bien intégrés que ça et que pas forcément si facile que ça de reconstruire sa vie dans un pays très dur. Parce que c'est vrai qu'il y a donc aussi un mouvement vers l'Angleterre et vers les Oui, Amériques. D'ailleurs, justement, quelqu'un a écrit en 1771, Samuel Morin épouse Élisabeth Raïs ou Presse. Je ne sais où ni quand exactement, et voici ce que je sais sur eux. Un fils, Georges-Henri, né le 4 juin 1772, baptisé le 25 mai 1776 à Saint-Clément-Danes, Westminster à Londres, puis une fille Clémentine Anne qui naît le 13 novembre 75 et qui est baptisée le 17 mai 1776 à la Patent French Huguenot à Londres, ouais, ce qui laisse supposer que ce Huguenot se serait réfugié en Angleterre. Oui, mais comment aller plus tout à loin? fait. Comment chercher Alors, plus loin? l'Angleterre, je ne suis pas. Je vous ai donné quelques pistes dans le PDF. Le souci de l'Angleterre, le point positif et le point négatif, en fait, c'est que vous avez une société huguenote extrêmement active. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ils ont fait énormément de dépouillements d'archives et ils les ont publiées. Le léger souci, en revanche, c'est qu'il faut être adhérent de leur association pour avoir accès à ces publications. Je vous ai mis deux liens sur Internet Archive où vous allez trouver une quinzaine de numéros de leur revue et de leur publication. Mais ce que je sais, c'est que sur leur site Internet, ils disent avoir des bases de données des Français accueillis à Londres. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est regarder plus précisément leur site internet, voir les contacter pour savoir s'ils peuvent faire une recherche dans leur base ou s'il faut être adhérent de leur association. Merci. Alors justement, dans le même sens, le même genre de questions, mais qui nous amène vers l'Amérique. Donc quelqu'un a écrit le 12 juin 1692 en l'église Saint-Esprit de New York, qui est située au cœur de Manhattan, une église francophone issue du refuge huguenot. On célébrait le mariage de Pierre Morin et de Marie Jamin Germain. Voici ce que je sais actuellement concernant ce couple, donc fils de Pierre Morin de La Rochelle, en France, naturalisé anglais le 10 octobre 1688 et il a été fait citoyen de New York en 1691. Donc c'est un Huguenot qui est passé de La Rochelle à l'Angleterre et ensuite qui est arrivé à New York. Et donc là aussi, la question est comment continuer la recherche. Alors là, c'est vraiment le parcours très classique, enfin très classique, c'est-à-dire ceux qu'on ne trouve pas dans les registres allemands puisqu'ils ne sont pas partis par la terre, ils se sont enfuis en bateau par La Rochelle, donc bien évidemment vous n'avez pas de liste, ce serait trop simple, de ceux qui sont enfuis par La Rochelle. Ils sont ensuite arrivés en Angleterre, donc là, ça vaut la peine de vérifier s'ils n'ont pas eu déjà des enfants en Angleterre. Et tout à l'heure, ce que j'ai oublié de dire au sujet de Londres, c'est qu'il fallait regarder à la fois les églises anglicanes et les églises françaises. Même chose pour New York. J'ai fait l'expérience en fait avec un autre Bénézet, puisqu'il y a une autre famille Bénézet qui n'a rien à voir avec la mienne, mais qui, elle, est partie du nord de la France, en Hollande, à Londres et ensuite aux États-Unis. Donc, même chose sur les États-Unis actuels, passer par les associations de généalogie de descendants de Huguenots. Ils sont extrêmement fiers de leurs origines et ils ont des registres de membres où chacun a dû prouver son ancienneté ou son rattachement généalogique en fournissant des arbres généalogiques. Donc il y a ça. Il y a également, j'ai découvert un certain nombre d'associations de descendants. Enfin, pour New York, je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple, pour la Caroline du Sud ou la Floride, vous avez comme ce sont des territoires qui venaient à peine d'être colonisés ou avec
des premières fondations de villes, en fait, il y a des associations, puisque tout le monde, enfin beaucoup de gens descendent des mêmes couples qui sont arrivés à la fin du XVIIe siècle. Donc, je ne suis pas très précise sur ce sujet-là, je m'en excuse, mais je pense qu'il y a de quoi chercher. Et sur la bibliothèque, ça doit être la New York Public Library, je crois, il y a un guide de recherche, mais les ressources ne sont pas en ligne, et il vous explique comment faire une recherche sur des huguenots. Très bien, merci Justine. Alors, une petite question qui nous fait un peu partir vers la généalogie génétique. Quelqu'un demande que si on a des correspondances ADN en Afrique du Sud, on peut supposer avoir des ancêtres huguenots et cela peut-il permettre d'effectuer des recherches en ce sens afin de remonter la lignée d'un ancêtre? Je ne sais pas si tu as déjà Alors, si tu fais aussi ce j'en type de parle dans le recherche. roman, Oui, mais c'est un roman et donc j'ai fait comme si tout allait bien et comme si c'était possible alors qu'en fait je ne suis pas tout à fait sûre. Ce qu'il faut savoir effectivement, alors c'est que les populations d'origine européenne qui ont fait souche en Afrique du Sud se sont mariées entre elles. Donc vous avez je pense qu'effectivement vous avez des probabilités que il y a encore des traces dans votre ADN des mêmes familles huguenotes. Par exemple, les Nodés ont énormément de descendants actuellement. Mais pour l'Afrique du Sud, donc outre les très nombreuses sources éditées que vous trouvez en ligne, donc soit les livres historiques qui sont disponibles maintenant en ligne, soit les archives qui ont été transcrites, vous avez des pages Facebook qui sont réservées aux membres, mais donc il faut leur écrire pour demander l'accès, qui sont extrêmement actives, où vous avez justement énormément de gens qui demandent de l'aide en disant je retrouve toujours ces mêmes familles-là ou je pense avoir de l'ADN en commun, est-ce que vous pouvez m'aider? Et ils sont très très actifs et très très gentils et ravis de se trouver des cousins éloignés. très bien. Donc, ce sont vraiment des pistes Donc je pense que c'est possible, je pense que oui, c'est possible la piste de l'ADN, mais ça pourrait aussi renvoyer sur des Hollandais. Il faudrait vraiment vérifier. oui, évidemment. Voilà. Alors, une remarque, quelqu'un écrit beaucoup de renseignements peuvent être obtenus auprès du musée du désert dans le Gard et de la Société de l'histoire du protestantisme français, centre de généalogie. Donc voilà, c'était juste une En remarque. effet. Oui. Et je pense que c'est avec cette remarque que nous allons terminer. Alors, j'espère que vous avez tous téléchargé la bibliographie. Si vous ne l'avez pas fait ou si vous n'avez pas réussi à le faire pour une raison ou pour une autre, vous pouvez tout simplement m'écrire. Donc, quand vous répondez aux emails qui concernent la session, vous pouvez me contacter. Donc, je pourrai vous l'envoyer. Et surtout, et bien évidemment, nous vous invitons à lire le roman de Justine, Le silence des maquis. C'était aussi une bonne idée pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Donc, voilà. En tout cas, merci Justine pour cette présentation très exhaustive. Ça donne envie d'avoir des ancêtres huguenots, en tout cas. Voilà. Merci de m'avoir J'avoue que je invité. suis navrée de ne pas en avoir. Et donc, je vous rappelle que vous pourrez revoir cette session en replay, je pense, dans quelques jours, ce sera déjà en ligne. Et merci encore, Justine, et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Justine. Au revoir à tout le monde.